deux jeunes garçons sur la voie publique. De façon informelle, les familles ont su qu'une information judiciaire, donc une procédure, était ouverte auprès d'un juge d'instruction. Elles ont souhaité saisir un avocat pour faire valoir leurs droits dans le cadre de cette procédure et avoir surtout des réponses aux nombreuses interrogations qui sont les leurs, dans des circonstances dans lesquelles les faits ont pu survenir. L'avocat a pris attache avec le procureur de la République et aujourd'hui, ce n'est que par voie de presse et de façon informelle que les familles ont connaissance de ce qu'une information serait ouverte, mais sur les réponses que l'avocat attendait de connaître pour savoir où diriger cette procédure, pour l'instant, il n'y a pas de communication du parquet, ce qui est bien évidemment un nombre d'actes. Les interrogations des familles sont nombreuses parce que les éléments qu'ils ont collectés pour l'instant résultent des témoignages et aussi d'un certain nombre de supports qui ont été mis en ligne, notamment via des applications Internet. L'interrogation est grande à leur égard de savoir qu'est-ce qui a pu conduire, qu'est-ce qui a pu justifier, qu'est-ce qui a pu fonder des services de police à prendre en charge, ou prendre en chasse plus exactement, semble-t-il, un scooter à bord duquel se trouvait un mineur, un très jeune majeur, non casqué. Qu'est-ce qu'ils avaient donc bien pu faire d'aussi grave qui puisse justifier que cette poursuite s'engage sur une autoroute, tout en sachant pertinemment que le risque d'accident est grand et qu'il était fatal dans de telles circonstances. Les services de police connaissent particulièrement la population à laquelle ils s'adressent dans des circonstances, puisqu'on est en zone prioritaire de sécurité, qu'ils connaissent les jeunes de ces quartiers qui peuvent s'amuser, que l'on s'en satisfasse ou pas, à faire des tours de scooter sans être casqués. Mais les familles savent aussi que les contraventions au code de la route, le non-respect du port du casque, le feu rouge, ce sont des infractions qui sont punies de peine d'amende et de poursuite devant le tribunal de police. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui pouvait fonder une telle prise de risque dans une poursuite qui a conduit la mort à ces deux jeunes garçons? C'est sur les circonstances exactes de ce soi-disant accident de la circulation que les familles attendent des réponses, et c'est donc dans cette perspective qu'elles souhaitent participer à une œuvre de justice, à une instruction judiciaire, dans le calme et dans le respect des règles de procédure et du droit. En revanche, elles seront en effet extrêmement vigilantes sur toutes les explications qui pourront être données, qu'elles ont lues pour l'instant dans la presse par la voix du procureur de la République, indiquant que si ce véhicule devait être intercepté parce qu'il aurait commis un certain nombre d'infractions, encore une fois, au code de la circulation routière, je crois qu'il y a une véritable interrogation qui est de savoir jusqu'à quel point l'autorité de police peut poursuivre, peut chasser, peut faire prendre des risques, soit pour les usagers, soit pour les personnes qui sont poursuivies, allant jusqu'à des conséquences aussi dramatiques que celles que nous connaissons et qui conduisent bien évidemment la ville ou un quartier dans un tel état des lieux. Voilà donc je pense de façon synthétique, le point de vue de ces familles, le positionnement qui est le leur état d'esprit, éloigné bien évidemment d'un certain nombre de débordements qui ne maîtrisent pas. Ce sont des réactions de colère que l'on peut comprendre dans un quartier aussi. Et pour ma part, je reste bien évidemment à l'écoute de vos éventuelles questions auxquelles vous pourrez peut-être répondre. Une explication sur les conséquences sur ce qui s'est passé a été donnée par la justice. Pourquoi est-ce que les familles remettent en cause? C'est expliqué. Alors, pour l'instant, on a des explications officielles qui paraissent assez curieuses, ne serait-ce qu'en prenant connaissance des déclarations du procureur de la République dans la presse. On fait état notamment d'un scooter qui est dépourvu d'éclairage. Il se trouve que les vidéos qui sont en ligne
et auxquels n'ont plus accès pour l'instant la famille, font apparaître que le scooter qui a été pris en charge avait un éclairage avant, arrière et un feu également de frein qui fonctionnait. C'est très curieux que ce soit complètement en contradiction avec les affirmations de la voie officielle. Et c'est d'autant plus curieux que, selon encore une fois les informations informelles recueillies par la famille, il semblerait que la personne ayant mis cette vidéo en ligne se soit trouvée en garde à vue hier. Mais ce sont effectivement les interrogations de la famille sur la réalité, la fidélité et la sincérité de ce qu'il aurait affirmé comme étant l'exactitude de ce dossier. Celle qui résulte d'un point d'implantation d'une vidéosurveillance de la sécurité routière. Et puis il y a un certain nombre d'enregistrements de personnes qui étaient témoins ou qui circulaient ce jour-là et qui sont moins officielles, c'est vrai. Autant celles qui sont officielles ne laissent pas voir grand-chose selon ce qui a pu être présenté par les services de police ou du parquet aux victimes à l'occasion d'un entretien informel, autant les autres vidéos semblent laisser place à une vue beaucoup plus dégagée de la scène. L'interrogation est de savoir si le véhicule était proche ou à distance ou au contact du scooter, et c'est l'intérêt effectivement de mener une enquête judiciaire pour savoir, à travers des expertises, ce qui s'est réellement passé, ce qu'on peut retrouver comme trace d'impact de choc sur place sur un véhicule, sur les véhicules concernés. C'est ce que veulent savoir les familles. Et puis, en tout état de cause, se posera aussi la question de savoir si, même ce véhicule étant à distance, quelle était la vitesse imposée au véhicule de fuite sur un autoroute, à bord d'un scooter, sachant que 2 personnes ne sont pas casquées. Même si le véhicule est à distance et qu'il conduit à la faute elle est mortelle. Vous nous dites qu'il y a une information judiciaire qui est faite par le parquet. Est-ce qu'en parallèle de ça, la famille envisage peut-être de déposer plainte? Alors, la famille, elle souhaite, ça c'est un débat un peu procédural technique, la famille souhaite se constituer partie civile, c'est-à-dire être partie prenante à cette procédure, avoir accès, pouvoir débattre, connaître les éléments, et éventuellement participer effectivement à une œuvre de recherche de la vérité. Il y a un certain nombre de gens qui disent que le départ sur ces jeunes qui sont de scooter qui n'étaient pas cassés, ce n'est pas une loi, c'est une circulaire. C'est une note interne de la police. On peut dire qu'il y a ce qu'on appelle un état du droit, et cet état du droit il est constant. Il conclut qu'il faut se poursuivre lorsqu'elle a pour conséquence de mettre en danger la sécurité, la vie, bien évidemment, soit des usagers, soit des personnes qui se trouvent présentes. Elle doit se stopper. Ça, c'est pas une question de circulaire du droit, c'est l'état du droit qui préside à l'action des services de police ou de gendarmerie indifféremment. Est-ce qu'on peut parler d'une vidéo qui a été tournée Non, justement. Alors, si on avait accès à une information judiciaire en exerçant nos droits, on pourrait peut-être en savoir plus, et la question serait de savoir ce que l'on peut vous dire. Mais là, en tout état de cause, la question ne se pose pas, puisque pour l'instant, la famille qui s'est manifestée auprès du parquet de façon légale et officielle par l'intermédiaire de son avocat, ne sait pas, par l'intermédiaire de cet avocat, ce que le parquet fait. Donc elle peut difficilement, effectivement, vous en dire plus sur la procédure. Une autre vidéo de famille. Si, bien sûr. Il y en a plusieurs, des vidéos. Alors ça, la presse doit certainement pouvoir avoir accès à ces vidéos. Pardon? Non, je crois effectivement que ça circule sur Internet, en accès qui n'est pas réservé à mon avis, ce qui peut-être a d'ailleurs dû valoir à cette personne de se retrouver en garde à vue. Je ne peux pas vous dire.
le monde était là. Il y avait plein de gens autour de nous qui gravitaient, qui organisaient plein de choses. Je voulais également remercier les gens du quartier, comme on les appelle, le quartier Mistral. C'est des gens super bien, qui font bien leur job. Je remercie le directeur du plateau, François Sabouzebou, ainsi que son assistant, François Aurec, qui ont organisé cette marche blanche et démarche administrative pour pouvoir réaliser cette démarche. Entre parenthèses, ça s'est avéré un peu compliqué, malgré qu'elle était intérieure à 1500 personnes. On nous a imposé pas mal de contraintes. Je ne m'étalerai pas là-dessus. Notre deuil commence. Notre deuil ne commence pas, non, même pas. C'est de la tristesse. On est aussi ravis d'avoir notre Géraud à nos côtés, qui va pouvoir justement nous accompagner, nous aider dans les moments difficiles, où on se retrouvait seul, où le décès des deux gamins passait quasiment inaperçu. On était à côté on parlait des événements du quartier, on a complètement oublié les enfants, on avait ôté en fait une vie à deux enfants, parce qu'ils n'avaient pas de casque. C'est comme si moi j'avais pas de ceinture, je roulais sans ceinture, donc je fais un défi, donc j'ai le droit à une fin, sans commentaire propre en fait, d'ailleurs, curieusement. C'est de la douleur, c'est le chagrin. C'est de la solidarité qui s'exprime aujourd'hui. Aussi, partager la souffrance de notre famille, la famille qui est subie aujourd'hui la même douleur qui s'est passée par le passé. On me le rappelait notre Géraud, donc l'accident de Villiers-le-Bel. Ces incidents, en tout cas, ça nous rend tristes. On remercie en tout cas tous les gens qui... Il y a un certain nombre de témoignages qui disent qu'effectivement ce bus, très rapidement après l'accident, le bus n'était plus là. Est-ce que vous, en tout cas, à cet instant précis, vous avez des éléments là-dessus, est-ce qu'on peut savoir où est passé le bus, en tout cas, est-ce qu'on a des informations là-dessus? Moi, je n'ai pas d'informations particulières, je n'ai que des questions, des interrogations, voire des surprises. C'est une scène particulièrement tragique, dramatique et exceptionnelle, que de retrouver dans des circonstances d'intervention des services de police deux jeunes garçons morts sur la voie publique. Que tout simplement cette scène-là ne soit pas immédiatement gelée, immobilisée pour que tout soit conservé et soigneusement contrôlé. C'est extrêmement surprenant que ce bus puisse repartir avec peut-être une invitation à se présenter au poste un jour pour faire une déclaration. C'est effectivement une façon de gérer la procédure qui est au nombre des interrogations de la famille que je vous exprimais tout à l'heure. Excusez-moi, visiblement, la justice dit que les personnes qui ont été Là, vous en savez plus que nous. C'est bien la difficulté. Nous, mis à part ce que l'on glane par la presse, ou par ce qu'il se dit, on n'a pas d'accès à quoi que ce soit d'officiel. On a pu voir des parties de vidéos justement, sur lesquelles on voit un handicap. Oui. Ça, c'est indéniable qu'il y avait un handicap. D'accord. Du coup, la question sur le handicap, c'est des interrogations. La question, si vous voulez, quand vous avez un accident mortel de la circulation, normalement, il est rare que l'auteur, le responsable ou de n'importe quel véhicule impliqué puisse repartir tranquillement chez lui immédiatement. Et ici, vous avez un bus et l'intervention des services de police, vous avez deux morts sur la route, et vous avez immédiatement l'autobus qui s'en va. Sans audition, sans rien. C'est extrêmement surprenant.